All right, so welcome to today's Libri webinar. We have a very special presentation for you all today, and we appreciate you being here. So my name is Megan Lee. I'm a librarian and a facilitator for Bibliothèque Sans Frontières, and I have with me Marie Leprigent, who's a project manager assistant at BSF. If you want to say hi. Hello, everyone. And I also have our special guest today, Dr. Arnaud Weiss, the Director General of the COMED. Do you want to say hi? Excellent. All right. So today we will be presenting in two languages. Right now, I'll be speaking in English, but in the second portion of today's webinar, we will be speaking in French. So how can you change your subtitle settings? Step 1, join your Teams meeting and click More on the meeting toolbar on the top right-hand corner of your screen. It'll be 3 little dots. It's next to the camera and the microphone button. Choose Language and Speech, Show Live Captions. Step number 2, the subtitles banner appears at the bottom of the screen, below the camera views. On the right-hand corner of that banner, please click on Language Settings. From there, a new pop-up will appear. This will ask you which language you would like your subtitles to be in. So for instance, for myself, I will translate my subtitles to English. Okay, if you have any questions or difficulties, please let us know in the chat. So our agenda for today. First of all, we're doing our introductions now. Next, I will be presenting toolkit resources from the Libri toolkits. Hopefully everyone has already received that link. If not, I'll be sharing it with you today so you have these valuable resources. Then our guest speaker, Dr. Arnaud Weiss, will be presenting to you all. Finally, we'll have a Q&A, but as Arnaud and I have discussed, you're welcome to pose questions at any moment during today's presentation in the chat or to raise your hand and we will oblige you. Finally, we'll have a closing with an evaluation and a save the date for our next webinar later this month. So, some norms of participation before we jump in. First of all, non-judgment. We request that everyone here comes with an open mind and that everyone is open to listening to other people's opinions and sharing their ideas without being afraid to do so. Second, we welcome participation. We're far away from each other. Some people are on islands in the Atlantic Ocean like the Azores, so we want to connect in any way we can. If you write in the chat, if you give a reaction, if you raise your hand, that's just a way of seeing that people are here and with us. I see a smiley, that's nice. Third, confidentiality. Please, if you're sharing information about your library setting or the people that you work with, be mindful of confidentiality and not giving away information about your the people that are users of your library space. And finally, and this, of course, this webinar is being recorded. So if you choose to turn on your camera, we welcome that. We love seeing you so that we feel connected. But if you feel less comfortable in that way, we understand as well, because this will be shared and this webinar will be viewable after the event for everyone within the consortium of the Libri project, but also at large. So finally, if you're not speaking, we appreciate you turning off your microphone so that we avoid an echo situation. If there's any questions, concerns about any of these, please let me know. Thank you. Okay, so participation. Let's see. Before we dive in, who's here? I was curious about when we're thinking about having a trauma-sensitive approach to working with the public. I think it's important to think about ourselves. How do we feel comfortable when we enter a public space? So if you were to walk into a cafe, a library, a clinic, what's the first small detail
that makes you feel safe or welcome? If you would please write that in the chat, or if you feel like sharing, raise your hand and I'll allow you to speak. What's something that makes you feel safe or welcome when you walk into a public space? Thank you, Elodie. If there's a person to welcome you, absolutely. Oh, a smile, absolutely. A faint smile from staff is enough. Oh, if there's someone I can clearly turn to, if I have questions or needs. Welcoming eyes, again, smiling. I think we're all agreeing with this one. Kindness, so nonverbal communication. Excellent. Kind of, it seems simple, but we can forget this, how powerful just a simple smile can be. Kindness, excellent. Great. People feel comfortable to continue sharing in the chat. We're going to go ahead and move on to the next slide. So, toolkit references to assist in promoting inclusion. So I'm excited to share this with you guys in the chat. If you have not gotten it yet, this is the link to access the toolkits. I will be sharing it again at the end of the presentation, but I like to share it at the beginning too, just because I'm so excited about these resources. Oh, and thank you also, care and attention. Excellent response. So let's go ahead and dive into our topic for today. Inclusion. Inclusion is about creating environments where all individuals, regardless of their personal characteristics, feel welcomed, respected, and able to participate fully. For libraries, that means more than offering a welcoming space. It involves actively ensuring that all community members can access resources and services equally, and that their diverse experiences, barriers, and needs are recognized and addressed. It's not a one-size-fits-all process. The needs of asylum seekers, refugees, labor migrants, undocumented individuals, trafficking survivors, and second-generation migrants may all differ, and so must the approach libraries use to reach them. Migrant populations are often confronted with traumatic situations, including family separation, forced displacement, insecurity, and lack of access to basic services. These experiences can significantly hinder well-being, especially for children and other vulnerable groups. Psychosocial support means providing local or external help to protect or promote well-being. In practice, this support can be delivered at 4 interrelated levels, often visualized as a pyramid, as you see here. Understanding these levels can help librarians identify where their activities fit and how to respond when deeper needs arise. So looking at this, we can start at the bottom, basic needs, okay? And those of you that are familiar with Maslow's hierarchy of needs are already a little bit familiar with this. So first of all, access to food, shelter, healthcare, and safety, essential for well-being, but they're a bit outside of your role as a librarian. In some ways, we're going to talk about in the next slide, you do have elements of support with this, but with number 2, community support, this is where your work matters most. By offering access to education, information, culture, games, and digital tools, you help build stability, inclusion, and well-being. Number 3, targeted support. Some people may need extra help. While you're not a specialist, you can listen, offer resources, and refer them to trained staff or partner services. Don't do it alone. The 4th one, specialized care. Mental health professional, psychologists, psychiatrists provide support when distress is severe. Your role is to help connect people to those services if needed. Again, you are not a mental health professional. We are just helping people gain access to services.
So here are some examples of additional migrants' needs which the library can fulfill. Remember we were talking about basic needs like sleep and rest, a quiet space? So there can be some risks with allowing people to have that. I think a lot of us that have worked in libraries have experienced this, where perhaps others consider it a misuse of space, maybe complain, or staff have maybe had experiences where other staff members have asked people to wake up or to leave if they're sleeping. And our tip is to approach with empathy, allow brief rest or sleep, and if safe, go ahead and prioritize allowing people to have that space rather than enforcing the rules. The second need, that's a basic one, is hygiene. So libraries do provide access to clean, free, and safe toilet facilities. But I think we've all encountered issues with that. Maybe the toilets are locked, maybe they're monitored, or maybe they're restricted. So, tip, having clear labels that are photographs or pictures, pictograms, so that people that don't speak the language can understand that this is the location of the toilet, okay? Also having some feminine products or products for children like diapers makes people feel welcome and accepted in that space. A big one also is internet and device charging. Charging devices and accessing Wi-Fi to communicate with family, to get information is key. But there's some restrictions there. Sometimes there's limited sockets, sometimes you need a login, you need a library card to even enter into the computer or to access the Wi-Fi. But if you offer flexible access, provide guest login credentials, and proactively share information about how to get online, that will assist people with having that basic need. So some other tips about how to build a safe space within the library, because doing that is not just the physical dimensions of the library space, but the staff. Are the staff approachable, culturally sensitive, and communicating with all visitors in a way that they feel welcome? So using respectful, clear language is one of the first tips we offer. Recognizing and valuing cultural differences, avoiding assumptions and stereotypes about persons from different backgrounds, and asking about needs, encouraging dialogue, and involving users and shaping library programs. Some signs to watch out for. We advise you to pay attention to individuals who show social withdrawal or isolation, refusal to participate or cooperate, persistent sadness, apathy, or mood swings, aggression or unusual negativity, or expressions of wanting to hurt themselves, quite severe. Our tips for responding appropriately in these kind of situations is talking to your team first. Don't do it alone. Get a second opinion, get support. Approach the person gently. Share your observations, doing your best to avoid judgment. Offer information about available support services. Involve their family, if appropriate. And respect their choice. If someone doesn't want help, don't insist. And again, we're underlining here the importance of access to information, sharing other resources. Remember, again, you're not a mental health professional. Unless you did that in your previous career, your role is to observe, to listen, to refer. Don't diagnose. You don't need to directly intervene if you don't feel prepared or ready to do so. Avoid pushing too hard or making assumptions that might harm rather than help. So, some things that libraries are doing across Europe are embracing the therapeutic potential of reading, storytelling, and creative expression. Initiatives such as bibliotherapy, art and movement workshops, and community reading groups not only promote well-being, but also foster inclusion and personal expression. So 2 ideas we have here that we're highlighting are healing through reading, bibliotherapy and creative workshops, and counseling and support groups. Within our supportive and welcoming information hubs toolkit that I shared at the beginning of this webinar, there are 8 activities at the end.
these 8 activities you could try to implement in your library space. Each of them is different, targeting a different specific audience. They have different amounts of time and preparation, but I think that just maybe choosing one of them to start with would be an awesome way to go ahead and make a little bit of progress towards implementing activities to help migrants feel welcome in the library space. Finally, I'm going to share some resources with you. These resources are in French, but I really wanted to share them with you because I thought that they were incredible. So the BPI in France, the library, shared on its website, has this page where they have links for people that are, for librarians to use, but also to share with anyone in the community, and their guides. And they're specifically, for example, the first one is a guide to fighting against prejudice against foreigners. The second, that is green, guide to rejecting the production of undocumented migrants. And the third, a guide for supporting people in exile. So these documents were not created by the BPI. They were created by La CIMAD, the first two. And the third, I can't see, but it's just an idea of if you have resources like these, do you share them? Are they posted on your library's website? Are they available in PDF, perhaps, for your librarians to use and to offer to people? If you're in France, you can go ahead and integrate these right away, potentially. The next resource we're going to discuss is What is that from Paris. But this guide is actually available in 5 languages: French, English, Arabic, Pashto, and Dari. And it's not just for Paris, it's available in lots of other cities in France. A guide like this would be something that you could just right away hand to someone in a situation of migration to help them understand what resources are available for them. So I've included just a little photograph there. Again, these resources are in France, but it's a good idea to do an investigation. What resources are available in my town, in my country, etc. A final resource that I'm sharing with you is from Hachette, and it is a visual guide. So this one everyone could use, because it is a guidebook of just photographs that have key things that people would encounter or need. So if you don't speak the language that the person that is the user that is coming into your library space, you could use this guide as a way of visually communicating with each other. So let's go ahead and jump into our conversation. So thank you again, Arnaud, for being with us here today. We are so glad to hear from you, because when we're talking about having a trauma-sensitive approach to users in the library, I think it's important for us to hear from an expert in that field, because as librarians, we're not mental health professionals. We are compassionate, we are empathetic, we want to help, but we don't always know how. Merci Mégane. Bonjour à Oh. toutes et à tous. Merci. Et je vais changer la langue des sous-titres tout de suite pour que... Oups. Et je pense que c'est bon. Je vais changer la langue. Settings. Spoken language French. OK, c'est bon. OK, on y va. Et donc, bonjour tout le monde. Je suis désolé, je vais donc m'exprimer. Désolé pour votre anglais, je vais m'exprimer en français. Et si je m'exprimais en anglais, je serais encore plus désolé parce que je n'arriverai pas à dire les nuances dont on a besoin de parler quand on parle de ces sujets sensibles de la santé des personnes exilées. Donc, je pense que c'est mieux pour tout le monde de se fier à la traduction en espérant qu'elle sera la plus fidèle possible. J'aurai l'occasion de vous dire qu'un des enjeux des soins de santé mentale, des soins psychiques pour les personnes exilées, mais aussi des soins en général, c'est de travailler avec des interprètes professionnels humains chaque fois que c'est possible. C'est un des éléments de la qualité des soins.
deux éléments d'introduction. D'abord, avec nous, il y a aussi une collègue du COMED qui s'appelle Bénédicte Maraval. Et qui, donc, Bénédicte, tu interviens quand tu veux pour compléter ou corriger ce que je vais dire sur cette question-là. Donc, Bénédicte, qui est assistante sociale référente et qui est aussi chargée des actions de plaidoyer de notre association. Bonjour. Et la deuxième remarque introductive, c'est qu'en fait, à la question de l'approche sensible au traumatisme, ben, vous y avez déjà répondu dans l'introduction, ainsi que Mégane, c'est-à-dire que tous les éléments que vous avez dit, d'être accueillant, d'être patient, d'être souriant, de proposer un cadre sécurisant, ben, dans une association comme le COMED, qui est une association de santé, c'est le premier soin, tout ce que vous avez défini. C'est-à-dire, alors c'est le premier soin d'abord pour tout le monde. Ces principes-là valent pour tout être humain qui est malade et qui a besoin d'aller se faire soigner. C'est d'autant plus le cas pour des personnes exilées qui ont un certain nombre, je vais y revenir, dans leur parcours, de facteurs de fragilisation de leur état de santé, de violence, d'inquiétude sur leur situation administrative, de recherche de discrétion, parfois d'anonymat. Et donc, l'expérience qu'on a dans une association de soins comme le COMET depuis près de 50 ans, c'est que l'accueil, c'est le premier soin. Ça commence là. C'est pas juste une information. C'est que les collègues du COMET qui assurent les consultations d'accueil, c'est des consultations qui sont longues et qui sont le premier pas, notamment avec l'évaluation de la situation sociale et des informations et de l'orientation sociale. Du coup, là, sur les quelques diapositives qu'on va commenter ensemble, c'est pas ces principes-là que je vais partager, c'est plutôt les aspects plus spécifiques sur les enjeux de santé mentale dans le domaine de la santé publique et des soins médico-psychologiques et sociaux. Rapidement, je vais dire un mot de ce qu'est le COMED, à partir de quelle observation on partage ces informations. Insister sur la diversité des populations et des groupes qui cumulent plus de facteurs de vulnérabilité que d'autres, même si après on sait bien que c'est des situations individuelles. Les personnes ne se résument pas à un groupe, mais en santé publique, on peut identifier des groupes démographiques qui sont encore plus à risque que d'autres d'avoir des problèmes de santé mentale. Ensuite, on va partager, commenter quelques données de l'observation du COMED sur le plan épidémiologique, sur l'état de santé et en particulier les risques de survenue des troubles psychiques et la forme des troubles psychiques les plus fréquents. Et puis, pour compléter votre collection de ressources dans les bibliothèques, on citera les ressources utilisables par le COMED et utilisables sur le site du COMED. Et du coup, Marie, si on peut passer à la suivante, merci. Alors, le COMED, en France, ça s'appelle Association Loi 1901, mais c'est donc une organisation non gouvernementale qui a pour objet d'agir en faveur de la santé des exilés et de défendre leurs droits, et qui a deux types d'activités, directement des consultations, du soutien médical, psychologique, social et juridique, où on accompagne des personnes, et une moitié de l'activité, c'est pour les professionnels, pour les acteurs et actrices professionnels, associatifs, bénévoles, salariés, des différentes structures du médico-social qui accompagnent ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on a un centre de formation, on participe à des recherches, on a un certain nombre de publications et de permanences téléphoniques pour accompagner ces professionnels. Le COMED, c'est la diapo suivante qui schématise rapidement. Il y a 5 centres de soins sur le territoire français. 4 dans l'Hexagone, il y en a 2 en région parisienne, un à Saint-Étienne en région Auvergne-Rhône-Alpes, un à Marseille en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un outre-Atlantique en Guyane française à Cayenne, où il y a un certain nombre aussi de personnes exilées en situation de précarité pour leur santé. La suivante. Alors, je ne vais pas tout définir, mais un des premiers éléments,
c'est que les langages, même si là il s'agit de français, euh, sont, disent quelque chose de la façon dont on appelle ces personnes. Au COMED, on a choisi d'appeler les personnes exilées parce que ça va au-delà des statuts administratifs, mais ça insiste sur la dimension de la contrainte de la migration. L'exil, c'est pas n'importe quelle migration. On n'a pas choisi d'être expatrié pour des raisons économiques. On a été contraint de quitter son pays ou on ne peut pas retourner dans son pays pour des raisons politiques, pour des raisons financières, pour des raisons familiales. En tous les cas, il y a toute une série de violences et de contraintes qui rendent cette forme de migration particulièrement un risque, et notamment pour la santé. Quand on parle, par exemple, de droit des étrangers, bah, le terme étranger, c'est celui qui s'impose, puisque ce n'est pas les mêmes droits selon qu'on est étranger ou qu'on a la nationalité du pays où on habite. Parler du droit des migrants, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça dépend si les migrants, pour ce qui est de la France, ils sont devenus français. Un tiers des immigrés en France sont devenus français par naturalisation et donc ont les mêmes droits que les autres Français. Je détaille pas le reste, mais c'est pour réfléchir. C'est des choses qu'on développe dans les publications du COMED, si jamais ça vous intéresse de creuser un peu ces questions-là. Dans les diapositives suivantes, que je ne vais pas détailler non plus, mais vous avez une idée de la diversité des nationalités, des origines géographiques des personnes qu'on reçoit dans nos centres de soins. Ça, c'est pour l'Île-de-France, donc en particulier des personnes, merci Marie, notamment beaucoup, depuis longtemps d'ailleurs, de personnes de République démocratique du Congo, de Guinée-Conakry ou du Bangladesh. Euh, à Saint-Étienne, on a une carte qui ressemble un peu, mais avec, donc dans la diapositive suivante, mais avec plus de personnes qui viennent d'Ukraine ou d'Albanie ou d'Afghanistan. Dans la diapositive suivante, à Marseille, on reçoit plus de personnes qui viennent du Nigeria ou d'Algérie, par exemple. Et les choses sont très différentes en Guyane française. C'est la diapo suivante. D'une part, parce qu'il y a évidemment beaucoup de personnes exilées qui viennent de Haïti ou des pays de la région, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui viennent particulièrement de Syrie et du Sahara occidental, qui sont des nationalités qui accèdent très peu au territoire hexagonal en France, parce que les pouvoirs publics leur donnent pas de visa, et qui sont obligés pour demander l'asile en France de traverser l'Atlantique, de traverser le Brésil qui leur demande pas de visa, de traverser la frontière entre le Brésil et la Guyane pour demander l'asile à Cayenne, et quand ils sont reconnus réfugiés, de pouvoir enfin finir le trajet qui visait au début et de se retrouver à Paris. Ça donne une grande diversité évidemment de situations, mais par contre, il y a malheureusement une grande homogénéité de besoins sociaux et en santé. C'est la Arnaud, diapositive. Oui, moi bien sûr. j'ajouterais bien que c'est les cartes qu'on a, c'est sur l'année précédente, mais ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de bouche à oreille, et j'imagine que dans les bibliothèques, ça doit faire pareil aussi. Quand il y a quelqu'un qui a repéré un endroit, il peut en parler à d'autres. Et du coup, les langues, on doit s'adapter régulièrement avec les interprètes. Ça se réévalue très souvent. Absolument. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de redire, Mégane l'a dit, mais que n'hésitez pas à lever la main ou à poser une question en chat au cours de l'intervention. On y répondra le mieux possible. Euh, et du coup, les besoins en santé, c'est les diapos suivantes. Alors, d'abord pour compléter, sans détailler, mais l'ensemble des personnes exilées ont des facteurs de risque pour la santé, mais en particulier les femmes qui subissent les violences en tant que femmes et en tant qu'exilées, en particulier les personnes qui demandent l'asile, qui plus souvent que les autres ont subi des violences, même si les personnes qui ne demandent pas l'asile ont souvent vécu des violences, en particulier évidemment les enfants et notamment les mineurs non accompagnés et les personnes âgées, puisque déjà que l'exil, c'est difficile quand on est jeune, c'est encore plus difficile quand on est vieux. Euh, dans les diapos suivantes, Et je peux faire un petit tips là. Du coup, je vais faire le côté pratique.
On a effectivement beaucoup de femmes victimes de violences et ça se répète et c'est aussi dans le pays d'accueil qu'il y a des violences. Et du coup, peut-être qu'un affichage dans les toilettes avec les numéros d'urgence pour appeler pour SOS femmes victimes de violences, ou enfin, je sais pas, ce genre d'informations dans les toilettes, dans un endroit où elles sont seules a priori, ça peut être utile. Ou alors un accès sur les ordinateurs, un accès facile, ça peut être pas mal. Alors, quand on parle de santé des exilés, on a parfois des questions où les gens nous disent: ah bon, mais quelles sont les maladies spécifiques des personnes exilées? Alors la réponse, c'est qu'il n'y a pas de maladie spécifique des personnes exilées. Par contre, il y a des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes en raison des traumatismes qu'ils ont subis ou des données d'épidémiologie du pays d'origine. Mais ce qu'on peut par contre signaler, c'est des facteurs de risque sur la santé des exilés. D'abord, c'est l'exil. Je l'ai dit d'un mot tout à l'heure, et comme vous le savez, quand on est exilé, c'est pas comme quand on est expatrié et qu'on a organisé, prévu son départ et qu'on peut retourner dans son pays. C'est plus difficile et souvent ça va avec la perte de personnes de sa famille, avec des deuils, avec des ruptures, avec un déracinement plus important et la perte de son statut social notamment. Quand on était dans un métier avec un réseau, ben, on a perdu aussi le droit d'exercer son métier malheureusement dans la plupart des pays d'accueil et on est obligé de faire avec les situations qu'on nous impose, comme vous le savez. La particularité des personnes exilées, c'est qu'elles ont beaucoup plus souvent que les autres subi des persécutions dans le pays d'origine et des violences. Je vais donner quelques chiffres dans les diapositives suivantes, mais ça, c'est l'aspect le plus à risque, notamment sur la santé mentale. Mais c'est aussi des difficultés de communication pour les personnes qui ne parlent pas la langue du pays. Nous, au COMED, on reçoit des gens de 140 nationalités chaque année, et la moitié de nos consultations sont en langue étrangère, avec des interprètes professionnels. Malheureusement, ce besoin d'interprète, il n'est pas à la hauteur des besoins dans beaucoup de services de santé de droit commun et pas seulement de santé. Et ça, c'est un des gros enjeux de difficulté d'accès aux soins ou de qualité des soins pour essayer d'améliorer la capacité des différents services à travailler avec des interprètes dans différentes langues. La particularité des politiques d'immigration en France et dans les pays occidentaux, comme vous le savez, ce sont des politiques plutôt inhospitalières et qui entraînent une situation d'exclusion et de précarité administrative qui a pour conséquence une grande précarité sociale. Ça, c'est un phénomène qu'on a vu progresser énormément au COMED sur les 40 dernières années, notamment pendant la même période, lorsque le taux de reconnaissance du statut de réfugié est passé de quasiment 100% à de l'ordre de 20% à l'heure actuelle en première instance à l'OFPRA. Un des facteurs à la fois qui est une conséquence des violences subies et qui est une cause de l'entraînement de nouvelles violences en France, comme Bénédicte l'a dit, c'est une situation fréquente d'isolement social et relationnel. Ça va être des personnes, en tous les cas les personnes qui n'ont pas réussi à venir en famille, ou en tous les cas avec des membres de leur famille, qui vont se trouver dans une situation de très grand isolement social et relationnel et avec des conséquences sur l'état de santé. C'est des personnes aussi qui subissent particulièrement des retards, des restrictions et des refus de soins de nature discriminatoire. Et puis dans un contexte, comme vous le savez, qui n'est pas spécifique à la santé, mais dont la santé n'est pas épargnée, de xénophobie et de racisme, avec évidemment des impacts aussi sur la santé en général et sur la santé mentale en particulier. Sur la diapo suivante, quelques chiffres de l'impact, de la fréquence et de l'impact de ces violences. Si on prend la définition large de l'Organisation mondiale de la santé, ce sont plus de 80% parmi les personnes qui demandent l'asile, parmi nos patients, qui ont subi des violences dans leur parcours, mais c'est de toute façon au minimum les 2/3 parmi l'ensemble de nos patients, même ceux qui n'ont pas demandé l'asile. Et quand on a subi des violences, eh ben, on a 2 fois plus souvent un psychotraumatisme qui va nécessiter des soins spécialisés. Certaines de ces violences sont des violences intentionnelles, aggravées,
c'est le cas des tortures, si on prend la définition de l'Organisation des Nations Unies, et c'est plus d'une personne sur 5 parmi les demandeurs d'asile, mais c'est 15% de l'ensemble de nos patients qui, dans leur pays d'origine, ont subi des tortures. Et dans ce cas-là, c'est 3 fois plus de risque d'avoir un psychotraumatisme. Mais c'est la même chose quand on a subi des violences de genre, en particulier des femmes, même s'il y a aussi certains hommes qui ont subi des violences de genre. Et ces violences de genre qui sont très fréquentes chez les femmes exilées, alors il s'agit de mariage forcé, de mutilation sexuelle, de viols même au sein de la famille. Certaines de ces violences de genre ne sont pas dans la définition de la torture, mais en fait elles produisent les mêmes effets sur le plan psychique et les mêmes risques. On a 3 fois plus de risques de développer un psychotraumatisme quand on a subi des violences de genre. Comme Bénédicte le disait, une partie de ces violences se poursuit en France. Au COMED, par exemple, on a une femme sur 5 enceinte, enfin parmi les femmes enceintes que nous suivons au COMED, 1 sur 5 est enceinte à la suite d'un viol et qui s'est passé sur le territoire français dans un contexte de grande précarité, notamment de la situation de l'hébergement et de grande dépendance à des personnes qui peuvent les héberger. Et encore, ces chiffres-là sont sans doute plus importants que ceux qu'on vous partage, puisque au COMED, on reçoit des personnes qui sont récemment arrivées en France. Et donc, on ne relate que les épisodes de violence survenus pendant les premiers mois. Mais malheureusement, on sait bien que ces phénomènes de violence se poursuivent pour un certain nombre de personnes pendant les années qui suivent. Enfin, une forme de violence qui est la traduction sur les corps et le psychisme des politiques d'immigration, c'est l'enfermement, puisque les politiques d'immigration ont beaucoup développé des formes d'enfermement administratif pour des personnes dont le seul délit est de n'avoir pas de papier. En France, ça s'appelle les centres de rétention ou les zones d'attente. Oui, il y a peut-être une question? Non, je continue. Et ces situations de privation de liberté qui peuvent durer plusieurs mois dans les centres de rétention et plusieurs jours, voire semaines dans les zones d'attente, ainsi évidemment que des séjours en prison, euh, vont avoir aussi un impact sur la santé. On observe que les psychotraumatismes sont 2 fois plus fréquents chez les personnes qui ont subi ces enfermements que chez les personnes qui ne l'ont pas subi. Diapo suivante. Alors, je vais passer vite. Là, vous avez quelques données, mais je vous invite à les regarder dans les rapports du COMED si ça vous intéresse, qui détaillent et qui quantifient les différentes formes de violences subies par les personnes, sexuelles, psychiques, physiques, et de privation de liberté, et dont on voit aussi dans cette diapositive et la suivante, la part de ces violences parmi nos patients qui a eu lieu dans le pays d'origine, ou dans la diapo suivante, la part de ces violences qui se poursuit, que les gens ont subi pendant le trajet d'exil, qui, comme vous le savez, pour certaines personnes, le trajet, ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais aussi les violences qui se poursuivent et les formes de violences qui se poursuivent en France ou dans d'autres pays d'accueil que certains de nos patients ont traversés avant d'arriver en France. Alors, si on regarde en termes d'épidémiologie, oui, c'est celle-ci. D'abord, une première remarque, c'est que bien que les personnes aient subi beaucoup de traumatismes, soit en situation d'exil et de contrainte, la majorité de ces personnes n'ont pas de maladie grave. Heureusement, elles ont réussi à survivre à tout ça et sans avoir de conséquences trop graves sur la santé. Mais un certain nombre de ces personnes, lorsqu'on fait un bilan de santé, et là c'est les données qui ressortent des bilans de santé que nous proposons au COMED, eh bien, vont avoir un problème supplémentaire dans leur parcours d'exil, c'est qu'on va leur dire « Ah ben en plus, vous avez un diabète, ah ben en plus, vous avez une hépatite B chronique, ah ben en plus, vous avez une infection par le VIH, ou vous avez des problèmes, des troubles psychiques qui nécessitent des soins spécialisés. » Lorsqu'il y a une maladie grave, le plus souvent, ce sont 2 types de maladies graves qui sont les maladies chroniques non infectieuses, comme la population autochtone, hein, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'asthme, des cancers,
Mais, et c'est le sujet de notre webinaire, c'est très souvent aussi des troubles psychiques. Les troubles psychiques, c'est 37% de l'ensemble des maladies graves chez les personnes exilées. Les maladies infectieuses, ça n'est qu'une plus petite partie, même si souvent, dans les médias, on dit que les problèmes de santé des migrants, c'est des maladies infectieuses. Dans la réalité de la santé, c'est plus souvent pas des maladies infectieuses. Mais il y en a aussi, évidemment, un certain nombre qu'il faut pouvoir dépister, soigner rapidement pour éviter que ça s'aggrave. Si on regarde en particulier dans la diapo suivante les psychotraumatismes, les troubles psychiques graves, euh, c'est donc, en termes de problèmes de santé, le premier, le plus fréquent chez les patients exilés. Sur 100 personnes, c'est de l'ordre de 22% qui souffrent de psychotraumatisme, de troubles psychiques graves. Alors, c'est beaucoup, évidemment, mais ça veut dire qu'il y a près de 80% des gens qui n'auront pas besoin de soins spécialisés en médecine ou en psychothérapie, même s'ils ont subi des choses tout à fait affreuses dans leur parcours d'exil. Euh, Par contre, ces 22% des personnes, ça veut dire d'abord qu'il faut pouvoir, un des enjeux, c'est de repérer, c'est que dans leur parcours, il puisse être proposé un bilan de santé avec des professionnels de santé et d'orienter, pour ce qui vous concerne, par exemple dans les bibliothèques ou dans d'autres lieux, de savoir où orienter des gens qui ont besoin de faire un bilan sur leur santé. Parce que les troubles psychiques, c'est comme les autres problèmes de santé, bah, plus on les dépiste tôt, plus on peut les soigner, mieux on peut les soigner. Euh, la fréquence est encore plus élevée pour les personnes qui ont entre 20 et 40 ans. En fait, c'est directement lié aux violences et aux persécutions subies dans les pays d'origine qui sont encore plus fréquentes dans ces tranches d'âge. Mais elle est aussi assez élevée parmi les mineurs et parmi les personnes âgées, en tous les cas beaucoup plus que pour la population autochtone. Donc ça montre bien que ce n'est pas des maladies spécifiques aux exilés, mais c'est des maladies particulièrement fréquentes chez les personnes exilées. Ces problèmes de santé psychique sont particulièrement élevés lorsque les personnes sont en situation d'isolement et en situation de détresse sociale, c'est-à-dire qu'ils cumulent beaucoup d'autres facteurs de vulnérabilité sociale, notamment les personnes qui dorment à la rue, qui n'ont pas d'hébergement, notamment les personnes qui ne parlent pas français et qui ne trouvent pas d'interprète dans leur parcours, notamment celles qui n'ont pas de ressources et pas d'argent. Je ne sais pas si tu veux, Bénédicte, dire des... N'hésite pas. Sur le plan, oui. Enfin, c'est pas je sais pas si c'est là que je peux le dire, mais j'avais en tête que, en fait, on a l'impression, même nous, de voir certaines personnes très souvent on ne sait pas comment on va réussir à les faire aller ailleurs et en fait, ça prend du temps tout ça de prendre soin et on est tous à prendre soin, l'écoute et l'accueil, ça participe. Et quand les personnes, elles sont dans les bibliothèques, moi, ça m'arrive d'orienter des personnes vers les bibliothèques parce que c'est un lieu calme et apaisant et c'est important. Mais ça ne nous empêche pas, nous, par ailleurs, de travailler et de faire avancer le dossier. Et en fait, les personnes, elles sont pas là pour des années. Elles vont être là et elles ont besoin de ce lieu accueillant pendant un temps, mais il faut pas paniquer. Si on les voit venir souvent, c'est que votre lieu est accueillant. Mais derrière, il y a des professionnels qui font avancer les choses et évidemment, même si les bibliothèques sont très accueillantes, bah, un lieu d'hébergement stabilisé et les enfants à l'école, c'est bien mieux que la bibliothèque. Et la bibliothèque, ça sera pour après l'école et ça sera super. Mais il faut pas trop paniquer quand on les voit longtemps. Enfin, on a l'impression qu'elles sont toujours là et qu'il n'y a pas d'autre endroit où elles peuvent aller. Mais en fait, on se rend compte qu'on est plein à travailler avec les personnes et que ça avance petit à petit et pas assez vite, mais ça avance. Un mot sur quelle forme prennent, sur le plan clinique, quelle forme prennent ces troubles psychiques. Principalement, c'est ce qu'on appelle donc des syndromes psychotraumatiques, ESPT généralement en anglais, et des formes particulièrement encore plus graves qu'on appelle des traumas complexes. En fait, les 2 tiers des personnes vont avoir ces tableaux cliniques
classiquement, ce sont des personnes qui vont, par exemple, qui peuvent déclencher des crises d'angoisse s'il y a la survenue de quelque chose dans la vie courante qui va rappeler des violences ou des tortures qu'ils ont subies, et d'autres impacts comme les troubles de la concentration, de l'attention ou de la mémoire. Les troubles psychiques, ça entraîne souvent des troubles de mémoire. C'est souvent d'ailleurs ce qui conduit les gens à consulter. Ils disent je comprends pas parce que je suis pas fou, mais il y a des choses dont je me souviens plus. Et en fait, on leur explique que c'est malheureusement normal et que ça arrive souvent quand on a subi des violences graves et que ça se soigne. Et ça se soigne généralement pas avec des médicaments, il n'y a pas de médicaments miracle pour ça, mais c'est avec des soins de psychothérapie et de suivi pluridisciplinaire. C'est évidemment aussi des idées suicidaires. C'est assez fréquent dans ce genre de situation, 29% des cas. Mais donc le plus souvent, c'est ces formes-là de psychotraumatisme, mais ça va être aussi parfois, de façon associée ou non, des tableaux plutôt de dépression, hein, de dépression réactionnelle aux violences subies, ou des formes anxieuses qui prennent le premier plan de l'expression clinique. Pour ces exilés récemment arrivés en France, c'est très peu souvent, en tous les cas moins que dans la population générale, ce qu'on appelle des psychoses avec des éléments de délire. Ça arrive plus souvent par la suite dans le parcours d'intégration et notamment parfois chez des enfants de migrants. Mais au moment de l'arrivée en France, généralement, les personnes qui souffraient de ces psychoses, de ces délires, comme d'autres maladies graves d'ailleurs, ben, ils sont d'autant moins en situation et en capacité d'arriver à migrer. Et donc, ils sont assez peu représentés parmi les nouveaux arrivants. Euh, Diapo suivante, et on se rapproche de la fin, c'est même la fin. On partage ici des ressources du COMED que vous pouvez utiliser, voire commander soit au COMED, soit à Santé publique France qui les diffuse gratuitement. Alors, là, vous avez 4 images. À gauche, c'est la revue du COMED qui s'appelle Mode Exil. Si vous êtes intéressé, vous vous inscrivez, vous la recevez gratuitement, soit par mail, soit en version papier. Et les différents dossiers sont téléchargeables sur le site du COMED. Le document suivant qui s'appelle Prévention, soins et accompagnement, c'est le guide du COMED qui est destiné aux professionnels du médico-social et qui a désormais une version Internet et qui va détailler les principaux principes de prévention, de soins et d'accompagnement médical, psychologique et social sur l'ensemble des problèmes de santé et d'accès aux soins des personnes exilées. Le document suivant, ce sont des livrets de santé bilingues que nous éditons aussi avec l'Agence Santé publique France et qui les diffuse gratuitement, alors qui est en cours de révision, mais vous pouvez, ça c'est destiné directement aux personnes concernées qui peuvent, dans leur langue, alors c'est édité à l'heure actuelle en 18 langues, qui peuvent, dans leur langue, avoir un certain nombre de messages essentiels sur la santé et l'accès aux soins. Ça fait partie peut-être des documents avec le guide COMED qui peut être intéressant de mettre à disposition dans les bibliothèques des personnes concernées. Et puis, les informations plus détaillées sur notre activité et nos données d'observation sont accessibles dans nos rapports annuels, dont vous avez un exemplaire ici. Et les diapos suivantes, que de toute façon vous pourrez partager si vous le souhaitez, sont les numéros de nos permanences téléphoniques qui sont accessibles. Alors, qui sont aujourd'hui un peu moins accessibles que ce qui est marqué là, puisque ça, c'était le cas jusqu'à la fin de l'année dernière, mais comme on a eu des baisses de financement importantes, malheureusement, il y a certaines demi-journées où on n'arrive plus à répondre au téléphone. Enfin, globalement, vous trouvez sur le site Internet les mises à jour des moments et des numéros de téléphone. Alors là, c'est les numéros nationaux, mais il y a aussi, et c'est la dernière diapositive, des permanences téléphoniques dans les 4 régions où nous intervenons en particulier. Et dans les documents, moi, je rajoute dans le chat notre visuel sur Bienvenue en plusieurs langues, qui peut être mis
qu'on peut vous partager et qui peut être mis partout. Voilà pour une présentation rapide de ce qu'on peut dire sur les enjeux de santé mentale des exilés. Je ne sais pas s'il reste du temps pour éventuellement des précisions ou des interventions ou des questions. Yes, oui, nous avons du temps. So, if anyone has any questions, si vous avez des questions, vous pouvez poser en anglais, en français. If you have questions, this is a great time. You can raise your hand, you can write it in the chat, as you'd like. Je serais tentée de mettre dans le chat le site de Women for Women France. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres pays, mais comme il y a France, je pense qu'il existe, qui est en plusieurs langues, qui parle de comment faire face aux violences conjugales. Et c'est vraiment dans beaucoup de langues. Il y a des choses qui sont spécifiques à la France, puisque c'est avec les lois de la France, mais il y a aussi des repérages des violences ou tout ça qui sont dans plusieurs langues et qui peuvent être, ça c'est pas spécifique à la France, c'est pas juridique. Et le COMED, c'est avec des acteurs de terrain et le COMED fait partie de ces acteurs de terrain. Je mets le nom dans le chat. Sanita, do you have a question in English or in French? Would you like to speak? There's a question in the chat. Do you want me to read it again, or do you have Please do. access? Excellent. Do you, BSF, Libri, COMED, or other participants have any recommendation for convincing library colleagues not to see certain patrons? Example, people I suspect do not have a permanent residence, people I have a hard time communicate with, as problem that needs to be kept out of our library, but rather as people who are part of our role to welcome and support. Marie, do you mind translating the question in French as well? Selon vous, en tant que membre de BSF, Libri ou COMED, est-ce que vous avez des recommandations pour convaincre nos collègues libraires de ne pas voir certaines personnes comme de ne pas suspecter certaines personnes comme étant des personnes qui n'ont pas de titre de séjour ou des personnes qui ne peuvent pas communiquer avec les employés de la librairie pour éviter de les voir en tant que problème et donc d'essayer de les maintenir à l'extérieur du cadre de la librairie. Et du coup, de convaincre ses collègues de leur rôle à jouer dans l'accueil de ces publics. Oui, bah c'est souvent le plus difficile de faire des recommandations qui sont les plus humanistes. Peut-être une remarque, puisque en fait les recommandations, c'est ce qui a été dit en introduction, hein, c'est d'accueillir tout le monde dans la diversité de ce que les personnes ont vécu. Mais une façon de... En tous les cas, nous, en tant que professionnels de santé, c'est vraiment et qu'association qui défend le droit à la santé des personnes exilées, c'est une évidence qu'on constate au quotidien que le fait, par exemple, d'avoir des papiers ou pas, ne dépend dépend pas beaucoup des personnes concernées, mais beaucoup de la période et des politiques d'immigration. Je l'ai dit en introduction, je rappelle cette donnée. Le droit d'asile, pour parler exclusivement du droit d'asile, il a été appliqué très largement, favorablement, pendant toutes les années où en France il y avait besoin de travailleurs immigrés. Lorsque l'OFPRA a commencé à recevoir, l'OFPRA c'est l'organisme qui étudie les demandes d'asile en première instance en France, lorsque l'OFPRA a commencé à recevoir des demandes d'asile à la fin des années 1970, parce que comme la France bloquait l'immigration économique, les gens ont dû régulariser leur situation, même s'ils étaient finalement réfugiés depuis longtemps. La nationalité qui a le plus demandé et obtenu l'asile, c'était les Espagnols, qui avaient fui 20 ans avant, ou 10 ans avant, ou 5 ans avant le régime de la dictature en Espagne, et qui, quand ils ont dû régulariser leur situation, ont été reconnus réfugiés. Mais à l'époque, quasiment toutes les personnes qui demandaient l'asile obtenaient l'asile. Et ils n'étaient pas plus nombreux qu'aujourd'hui à demander l'asile,
mais et on a vu évoluer, et dans nos consultations, on a vu évoluer le traitement administratif et politique de ces personnes qui ont conduit des gens qui auraient obtenu l'asile dans une autre période à ne plus l'obtenir ou à l'obtenir beaucoup plus difficilement. Alors, nous, on le dit évidemment en tant que professionnels de santé, c'est-à-dire que non seulement les personnes qui sont en situation précaire ont euh, pas moins de besoins que les autres, mais encore plus que les autres, et notamment en raison de leur situation précaire. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche que faut avoir des ressources, c'est ce que vous avez dit au début, il faut avoir d'abord une attitude d'accueil, mais aussi parfois des ressources, notamment pour prendre en compte la diversité des langues, ou le fait que pour certaines personnes, ça va prendre un peu plus de temps d'expliquer des choses que pour d'autres personnes. Mais c'est vraiment fondamental dans l'accueil que vous pouvez apporter aux personnes concernées. Et peut-être qu'il y a une petite astuce, je ne sais pas si ça sert ou pas, mais de dire, ah, mais tu es en train de me parler de l'enfant ou tu es en train de me parler de cette maman ou de cette femme victime de violence, passer ou cette personne qui est malade ou passer par un autre qualificatif que la situation administrative qui est pas la personne, en fait, la situation administrative. Les enfants, ça marche pas mal en général. Ça marche même quand on observe la façon dont le droit est appliqué. Heureusement d'ailleurs qu'il reste des recours juridiques dont certains finissent par donner droit et de la protection aux personnes exilées. Et on sait que, par exemple, au COMED, il nous est arrivé de faire des formations à des magistrats, à des juges qui travaillent au tribunal administratif ou à la Cour nationale du droit d'asile. Et en fait, certains juges sont très attentifs aux questions de santé parce que même sont des problèmes de santé et que parler des problèmes d'une maladie cardiovasculaire ou d'un problème de santé que les personnes ont, ils vont, comme Bénédicte vient de le dire, voir autrement la problématique de façon plus proche et plus humaine. Merci pour les réponses. And thank you, Zoe, for that question. I think it's a very important one and something that many people have experienced. So I do think it's very important to just keep empathy and to stay empathetic for people even who have those opinions so that we can help them reevaluate the way that they're thinking about others, as libraries are open to all. So there is actually no definition about who has the right to be there. Everyone does. So it's just about slowly helping people change their mindset. And I really liked that idea of referring to them using other terms like a mom or something that makes people feel more affectionate or can see the human in the other person. So thank you for that question. I know we're over time, but if there were any other questions, I know I have more, but if there were any other ones, we'd love to hear from you. People are hungry. They're like, I gotta go eat lunch. I understand. I want to say thank you from Ukraine. It's a very important topic of the webinar because the health and well-being of everyone is basic thing, fundamental thing. And now in Ukraine we have also some problems with mental health, and we feel it on our users also. And I am from Yaroslav Mudry National Library of Ukraine, and we have some experience in some project with UNESCO. It calls library as a sphere of psychosocial support. And now we also in the project Library of Emotions for Good. It's about using bibliotherapy for mental health, for better understanding of emotions of people. And that's all. I won't take much time. Sorry for my English, and thank you very much one more time.
Thank you so much. And your English is excellent, please. Congratulations. Thank you for sharing that. And we appreciate everyone for writing in the chat their ideas as well. I love this about projecting a movie called The Public, which I have not seen. I'm going to look into this. And it helped develop empathy among the staff. I think that's so important. What a great idea. Books, art, sharing resources that make people change their perspective, making it personal. That's an excellent idea. We cannot give up on inclusion. Thank you so much for writing that in the chat. Agreed. Any other questions from people? Okay, then I will go ahead. I have a question, but I don't know if I should ask it because we should finish. What do you guys think? Yes? Okay, I got a yes. So this is a question. I'll say it in English and then in French. It's just that, and if you have to leave, we understand. Thank you for being here. But I think that one of the things as a librarian I've experienced is this question of balance. How do we balance our desire to help people, to say that we want to hear their stories, but also with the need to give space? We don't want to be intrusive. So les traumatismes vécus par les personnes ayant migré vers un nouveau pays peuvent être extrêmes. Comment trouver un équilibre entre notre désir d'aider et d'entendre le récit des personnes et la nécessité de leur laisser de l'espace? Je crois que vous l'avez dit en introduction, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remplir le rôle qui est difficile des professionnels de santé quand on n'est pas professionnel de santé, et donc de rentrer dans l'écoute active et thérapeutique. Ça paraît une mauvaise idée, surtout quand on parle de santé mentale, on sait bien que ça peut affecter aussi les personnes qui entendent ces histoires difficiles, hein. C'est un des enjeux de la santé mentale. Et donc, l'accueil, c'est fondamental, mais il faut, comme dans toute activité, poser un cadre et des limites et pouvoir orienter les personnes qui ont besoin de raconter leur histoire, que ce soit pour leur démarche administrative vers des associations spécialisées ou pour des soins vers les services de santé ou les associations spécialisées, mais sans se sentir coupable, au contraire, de ne pas davantage écouter les histoires des personnes, parce que c'est dans l'intérêt ni de la personne que vous ne pourrez pas aider si vous n'en avez pas les compétences, ni de vous-même, parce qu'il faut pouvoir rester suffisamment en forme et en bonne santé pour accueillir les personnes suivantes. Et je rajouterais que les personnes, elles ont besoin aussi de lieux différents où elles vont pas, leur histoire, elles la racontent à un endroit, mais elles n'ont pas forcément envie ou besoin de la raconter partout. Et la bibliothèque, c'est un endroit où elles vont pouvoir raconter autre chose auquel nous, on n'a pas accès. Mais c'est très bien qu'elles puissent déposer ce qu'elles veulent où elles veulent. Et en revanche, ça peut valoir le coup de leur demander si elles connaissent déjà une association, enfin c'est ce que disait Arnaud, de réorienter et de leur demander si elles connaissent déjà quelqu'un et de s'appuyer sur cette personne, mais pas forcément aller chercher, quand elles viennent à la bibliothèque, c'est elles ont sûrement besoin d'un peu de calme, d'espace feutré, rassurant, sécurisé, tout ce que vous avez vu dit au début. Mais voilà. On sait qu'elles font la... Pardon. Oh, no, Par no. exemple, on sait qu'elles font la fête. Nous, on les voit. Moi, ça m'arrive d'être un peu triste parce que j'ai des personnes qui vont pas bien en face de moi. Et la fois d'après, elles me montrent une vidéo d'une fête où elles ont été et où il y avait plein de monde. Et en fait, elles ont plusieurs, comme nous, quoi, comme tout le monde, elles ont plusieurs espaces et plusieurs façons d'exprimer leurs sentiments dans des endroits différents. Et c'est important. Thank you. I love that so much. What you just said is that, yeah, people are complex and their trauma does not define them, right? They have lots of facets of who they are and their identity. And it's important to honor the fact that they have joy too and incredible resilience. If they've already made it to a new place, they've already shown that they have superpowers, right?
So we have to keep that in mind. So thank you for, let's end it on that. And I see from Natalia, we are not mental health professionals, yet we're accepted to observe. For a non-specialist, interpreting behavioral nuances can be difficult. Absolutely. So that's why I'm gonna go forward with the slides, because our next, I've already shared in the chat the feedback form. If you fill it out, that would be excellent, because that really does help us prepare for our next presentation, which will be on the next slide, February 26th. And the topic is fostering partnerships, exactly what we're talking about. We're not the mental health specialists, but if we partner with one, then we're going to be able to give people access to resources. So we really hope that you join us on February 26th. Right now, we already have a guest speaker from Italy who will be presenting about partnerships in the town of Genoa. And we're hoping for others, maybe from Paris, the Maison des Réfugiés, but we're open. If you would like to participate or know of a library or partner organization, contact me. I'll be sharing my email in just a second. Finally, if you have not already downloaded the toolkits, I'm sharing them again. They're available in multiple languages for download. You are welcome to share that resource with all. Finally, I'm sharing with you the link to our LinkedIn page, which is our community of practice. This is where we share updates about the program, so you can find information about our next webinar. And finally, I'm sharing with you our Linktree, which is a page where all of our previous webinars are uploaded on YouTube so that you are able to watch them with subtitles. I will be sharing with all of the participants a video of today's webinar with you. And if you have any questions, please feel free to reach out to me. I've put my email in the chat. I don't know if anyone from La Comed, if you want me to put your email in, but up to you guys. Otherwise, mine is there. You can reach out to me with any questions. I want to say thank you to our guest speakers for being here today. And thank you for those of you who stayed late. I apologize for going over on time, but I think it was an enriching conversation. So thank you, everyone. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Goodbye. Thank you, everyone. Have an excellent day. Hope to see you next time.